Salut Franck, Salut César. on va parler aujourd'hui des actifs antifragiles. Si vous pouviez gagner de l'argent quand tout le monde en perd, il y a effectivement des sujets sur lesquels on peut se positionner quand il y a un crack et comment se positionner intelligemment. Et donc on va vous parler un petit peu de tout ça. Dans un premier temps, on va rapidement définir un petit peu le concept d'antifragilité de Taleb et ensuite on va vous parler de 4 actions qui peuvent vous permettre de surperformer au moment où il y a de la volatilité et des cracks. Ouais, peut-être définir un petit peu ce que c'est l'antifragilité. Donc, c'est un concept qui a été mis en place par Nicolas Nassim Taleb. Ça fait suite à son travail qu'il avait fait sur les signes noirs. Donc, les signes noirs, c'est des événements imprévisibles avec des grosses conséquences. Alors, nous, en ce qui nous concerne, c'est les grosses conséquences sur les marchés financiers. Donc, sur un portefeuille action, c'est un crack boursier. Donc pour se préparer par rapport à ça, il faut rappeler que Taleb, c'est un mathématicien, ancien trader, spécialiste de la théorie du hasard, c'est aussi un philosophe. Et donc lui, il a été le conseiller scientifique d'un fonds qui a été créé, qui s'appelle Universa. Et donc l'objectif de ce fonds, c'est d'être une assurance de, de fournir en fait un service assurantiel pour les fonds, les institutionnels, et qui a une stratégie assez entre guillemets simple, mais après il faut respecter ce process sur la durée. C'est d'acheter des options put, donc des options de vente sur les principaux indices, sur des échéances assez longues et très en dehors de la monnaie. Donc, il conseille de consacrer 1 à 2% de son portefeuille sur ce type de stratégie et de les faire rouler régulièrement, donc tous les 6 mois, tous les 1 an. Donc, tu fais 1 à 2%, tu sais que c'est quasiment à perte, mais le jour où il se passe quelque chose, là, tu fais du 100, 150, 200, 300% pendant que le marché s'écroule. Je crois qu'ils avaient fait Donc, d'ailleurs c'est, des simulations là-dessus en 2008 et en 2020 sur des performances possibles autour ou non, je il a sais plus pas. si c'est des simulations d'ailleurs ou des Non, performances réelles. non, c'est performance réelle, hein, parce qu'en Ok. fait, le fonds qu'il a co-créé avec Mark Spitznagel a vraiment bien performé en 2008 de 2020. Après, c'est un petit peu, eux, ils travaillent un peu en sous-marin. On n'a pas forcément les performances réelles. Il faudrait être client chez eux. Mais on parle de performances généralement de plus de 100%. Et sur 2020, apparemment, ils sortent des performances de plus de 1000%. Mais ça a confirmé. Donc, pour dire que c'est une stratégie qui fonctionne, elle a un gros inconvénient, c'est que pendant que les périodes où le marché est assez calme, tu payes tes primes sur tes options put et c'est de la perte totale. Donc c'est 1 à 2% de ton portefeuille qui part en fumée. Après, c'est un intérêt, c'est que si toi t'es investi à 100%, t'as pas de cash, t'as pas de stratégie de timer le marché, tu sais que tu peux être investi à 100% de façon sereine. À titre perso, moi j'ai régulièrement des options put sur les indices que j'essaye très en dehors de la monnaie, genre 20 ou 30% en dessous des indices et j'y consacre environ 1% de mon portefeuille. Ouais, c'est ce qu'ils appellent la stratégie tail risk hedging. Et dans cette idée de Nassim Taleb de dire il y a des signes noirs et donc des éléments de marché qui font qu'on peut pas prévoir et on peut pas les timer et donc de se protéger de ça pour à un moment donné aussi avoir du levier et profiter du fait de se dire on récupère de l'argent et on peut racheter des actifs des côtés potentiellement toi dans ta stratégie à toi à un moment où le marché est très bas. Ouais, bah oui, c'est excellent parce que ça te permet d'avoir le plus de billes possible au moment où tu as le plus d'opportunités. Bon, après, c'est difficile à juger quand tu vis cette période-là, mais c'est une stratégie, moi, qui me parle particulièrement parce que je trouve que quand tu as des crises comme 2008-2009 et que t'as pas de cash, t'as pas les moyens de saisir les opportunités d'une décennie ou de voir sur 20 ans, en fait, pour moi, c'est le pire, ne pas avoir le cash et les capitaux au moment où tu en as le plus besoin. Donc ça correspond à un certain profil, à certains types de personnes. Ça correspond pas à tout le monde. Il y en a qui vont acheter c'est leur ETF et qui vont l'acheter tous les mois pareil et qui vont continuer leur méthode DCA. Ceux qui sont investis, qui sont pas capables d'avoir du cash, comme moi par exemple, je trouve que ça peut être une option intéressante. Ça c'est intéressant, on fera peut-être une autre vidéo spécifiquement là-dessus, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi dans ton approche c'est intéressant d'être tout le temps investi? Je dis pas que c'est forcément intéressant, c'est que j'ai du mal à ne pas saisir. Pour moi, j'arrive à trouver tout le temps, je me dis que c'est tout le temps une opportunité. Donc ça, c'est un biais que j'ai. On en reparlera dans une future vidéo sur le process. Donc après, il faut connaître ces biais, ces lacunes, je dirais, psychologiques. Et moi, je sais que je suis pas capable de garder du cash parce que j'arrive toujours à trouver un truc, entre guillemets, que je trouve intéressant, pertinent, à potentiel. Donc avoir des actifs comme ça sur le côté, ça permet de se protéger et de préparer l'imprévisible, entre guillemets.
Ouais, et puis une fois que tu as une crise ou un signe noir qui se profile, bah, tu bénéficies de ton put qui est rémunérateur pour toi et tu peux le réallouer sur une position qui a été très décotée. Mais pourquoi je te pose la question? Parce que tu as William Higgins qui lui théorise de manière différente en se disant bah, je sais pas timer le marché, j'ai pas de boule de cristal et donc j'ai besoin d'être tout le temps 100% investi parce que bah, je sais pas si je loupe 10 jours dans le marché et que j'ai 30% de cash, en fait peut-être que je vais passer à côté de la hausse comme je peux pas la timer et donc j'ai plutôt intérêt à être tout le temps 100% investi. Oui, en plus, lui, il a une autre particularité, c'est que lui, il gère des fonds de tiers et il a des entrées, des sorties. Donc là, ça ajoute une complexité que tu maîtrises pas. Donc s'il y a ces clients qui sortent au pire moment, au pire de la crise, ouais, nous, on a de la chance en tant que particulier, parce qu'on n'a pas cette contrainte-là. Ouais. Euh, Effectivement, et peut-être qu'il y a une autre manière de se protéger. Là, on parle finalement d'actifs antifragiles directement autour d'actions et pas de prendre des puts. Est-ce que tu peux en dire un petit mot Oui, là-dessus? ouais, parce que bon, après, acheter des actions, que ça soit des options, acheter des options, que ça soit des options de vente, des options d'achat, ça peut être un peu complexe. C'est des produits où tu as des probabilités de perte totale qui sont très importantes. Donc attention, ne le faites pas si vous n'êtes pas un investisseur averti. Bon, on rappelle, hein, pas de conseils sur cette chaîne. Oui, une alternative pour un investisseur 100% action, qui ne veut pas faire d'obligations, qui fait pas de timing de marché, etc. C'est acquérir des actions d'entreprises qui profitent de la volatilité quand il y a des pics extrêmes et qui profitent aussi des volumes. Donc là, avec César, on va vous proposer 4 actions il y en a 2 qui sont éligibles au PEA, 3 éligibles au PEA. Donc c'est vraiment pas mal pour les investisseurs français et une action américaine. Bah, on va peut-être commencer par Virtu Financials. Oui, Virtu Financial, alors lui, c'est un acteur de trading haute fréquence, donc il vient capter tous les petits spreads sur pas mal d'actifs. Donc ça, c'est intéressant. Lui, il va profiter de tout ce qui est volatilité sur le marché nord-américain. Donc pour ceux qui sont assez exposés au marché nord-américain ou qui veulent profiter un petit peu de ce qui se passe là-bas, donc ils peuvent ils peuvent acquérir des actions de Virtu Financial. Aujourd'hui, ça vaut 12 fois les bénéfices, mais attention, il y a un gros plan d'action en fait. Donc le PE, faut multiplier par 2 parce que t'as le double d'action euh, qui est publié, qui est en fait octroyé dans un plan spécial aux fondateurs et au management clé. Donc plutôt un Ce qui est PE intéressant 24 en avec réalité. ouais, en PE, il est plutôt à 24. C'est assez récurrent. Eux, ils font grossir pas mal la boule de neige. Ils versent un petit dividende qui est stable et ils rachètent Bah, on des voit actions bien. en permanence. Donc, ils rachètent des actions sur le marché et ils rachètent aussi des actions du plan, de ce plan-là dont je te parle. Donc, en fonds de portefeuille, je trouve que c'est assez sympa. Ça marche bien. C'est récurrent. Leur bénéfice record, il a été en 2020, mais ça leur a permis d'avoir après d'augmenter leurs fonds propres. Et quand tu vois le ROE qui est à plus de 2 chiffres, je crois qu'il Ouais. tourne entre de 20 à 30%, ça performe quand même dans les périodes entre guillemets de creux. Parce que intéressant avec ce type de boîte, c'est les actions qu'on vous propose par rapport à l'option de Taleb avec l'achat de put permanent et qu'on fait rouler avec une perte quasi permanente hors crack. Avec ce type d'actif, en fait, tu gagnes, t'as quand même un petit gain, soit un dividende, soit quand même tu as un PE qui est entre 15 et 20 pendant toute la période entre guillemets creuse. Et le jour où tu as un gros boost de volatilité, là tu as des gros gains. Donc après, l'action réagit pas forcément immédiatement parce que ça reste une action, donc elle est sensible après au flux, au mouvement des marchés actions, mais très rapidement, le marché sait que ce genre de boîte profite de la tempête. Ça me fait penser au parallèle de la vidéo de la semaine dernière avec les actions minières pour profiter de manière un peu corrélée-décorrélée. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a une autre action, cette fois-ci, elle est française, elle peut tout à fait intégrer un compte PEA, ABC Arbitrage. Ça aussi, je vais Bon, alors partager. ABC Arbitrage, eux, c'est un peu plus technique. Eux, ils font des centaines de paris tous les jours. Ils captent des inefficiences de marché. Les fondateurs et le management, le top management, ils sont actionnaires. Donc là, il y a un bon alignement des intérêts. Gros avantage pour les acheteurs de dividendes au sein d'un PE, ça verse un dividende. Ils l'ont déjà. Il y a un dividende en fait plancher, donc qui assure au cours actuel, je pense que c'est environ 5% de rendement. Pour moi, c'est plutôt un défaut parce qu'en fait, ils pourraient faire grossir la boule de neige, donc réincorporer tous les bénéfices au fonds propre et après avoir plus de gains. Mais ils ont une contrainte, c'est que le management, j'avais posé la question en AG l'année dernière, le management est endetté pour acheter des titres et a besoin de ce flux de dividendes pour rembourser sa dette.
Après, en fonds de portefeuille sur un PEA, ça fait tout à fait l'affaire, hein. Et comme le disait le PDG, Dominique Coelho, c'est que en fait, tu es payé pour profiter de la volatilité. Donc, quand il se passe rien, tu touches ton dividende tranquillou. Et sur les excellentes années, eh ben, tu vas avoir un gros bénéfice. Et potentiellement, bah, un dividende aussi qui sera amélioré. Donc, ABC Arbitrage, une option intéressante en fonds de portefeuille pour un PEA. Et petite précision, parce qu'effectivement, à un moment donné, le titre s'est fait massacrer. À titre personnel, je pense que ça aurait pu être un super point d'entrée de rentrer aux alentours de 4. Alors c'est toujours facile a posteriori, mais comme tu le disais, comme le dividende reste élevé pour des considérations personnelles par rapport au management, aujourd'hui l'action a déjà bien remonté. Donc bon, ni toi ni moi, je crois, on est actionnaire d'ABC Arbitrage, mais en tout cas, ça peut être une belle option. Après, faire attention Si aussi au c'est un moment où vous titre qui est l'achetez. suivi, mais bon, ça, les abonnés, c'est un titre qu'on suit et bref, réservé Exactement. aux abonnés. Exactement. Ensuite, on a une autre action dont on va un peu parler. Et là, je vais aussi montrer d'autres éléments puisqu'on va pouvoir la comparer à l'Eurostox. Il s'agit de Flow Traders. Ouais, Flow Traders, c'est un petit peu le cousin germain de Virtu Financial. Et Flow Traders a une particularité, c'est qu'il, lui, il est plus exposé au marché européen, un peu asiatique et sur le marché crypto. Donc, en fait, eux, ils font pas de paris directionnels, hein. Donc, ils captent que des spreads. Et eux, ils ont une grosse activité sur tout ce qui est ETF. Donc, comme c'est à la mode en ce moment, là, tu peux, si t'es pas investi toi-même en ETF, mais si tu sais qu'il y a des volumes et des flux sur les ETF, eux, ils captent tous ces petits spreads sur les ETF et ils vivent de ça. Eux, c'est donc ce qu'il faut regarder, c'est pas forcément le VIX, qui est très marché européen. Ce qu'il faut regarder quand tu regardes Flow Trader, c'est la volatilité sur le en Europe. Donc c'est le VSTOXX. Je sais pas si tu peux Alors, je partager vais la peut-être. montrer tout de suite. Peut-être que ce que je voulais faire avant, c'est simplement montrer la performance à l'année. Donc en year to date, on voit qu'on est à 29% ici. Je vais Ouais. montrer Donc rapidement l'Eurostox simplement pour que les gens puissent avoir cet outil de comparaison. Et après, en je vais sachant qu'ils ont rapidement vous montrer la publié, volatilité. ouais, ils ont publié sur le T1 un bénéfice qui était un peu décevant. Le marché a été un petit peu déçu, donc c'est pour ça on voit une grosse baisse en fait sur l'ancien graphe que tu as montré. Ouais. C'est suite à la publication du T1. Mais à savoir que la volatilité en Europe, en fait, elle a été exacerbée surtout à partir de d'avril. Donc je pense qu'il y aura, enfin j'espère, s'ils performent pas comme jamais sur le T2, regarde là, tu le vois sur ton graphe, Ouais, c'est ça c'est le ici. V-Stox. Donc c'est, On voit qu'il y a une donc là c'est explosion de la déjà volatilité. Là, ça, on est sur une moyenne de, on va dire, de 16-17. Là, on arrive à un ouais, pic de plus de 40. 16, 17, 20, c'était pas mal déjà sur le T1, mais là sur le T2, début T2 là, ils ont tous les paramètres, ils ont tout en main pour sortir un très bon T2. Ouais, S'ils on voit, sortent c'est pas un vraiment bon en début T2, avril que ça part, quoi. ouais, donc T2. Donc s'ils sortent pas un bon T2, c'est qu'il y aura un problème en interne. Donc quand même à suivre si le titre fait pas son job, après faudra en tirer des conséquences. Aussi, il y a eu le départ du CEO, donc ça peut-être que le marché l'a pas apprécié. Est-ce que tu peux peut-être sortir sur 3 ans, s'il te plaît là, ce graphe-là? Cliquer sur 3 ans. Alors, sur 3 ans, ouais, on l'a Ouais, ici. donc là tu vois. Donc déjà le T1 c'était pas mal, mais vraiment le T2 c'est exceptionnel. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Ouais, Je pense qu'il faut remonter peut-être au Covid. Si tu vas sur 5 ans, peut-être qu'on va le voir. Faut remonter. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. exactement. Donc c'est vraiment les Alors pics à là, non, 40-45, 2022, mais c'est tu sais exceptionnel. quoi, je vais même faire 10 ans. Comme ça, on va arriver à 2019, on va voir s'il y a des sujets. Là, on voit effectivement, en mars Ouais, 2020, hein. donc pile pendant le Covid, on arrive à 80 quasiment. Donc, explosion de volatilité. Bon, on Une n'y est pas grosse encore, période mais le jour. en 2022, j'imagine que c'était au moment de la bulle tech, ou juste à ce moment-là, où Ouais, il y avait c'était la méga bulle quand elle a un peu éclaté. Et là, 2020, ils ont sorti des bénéfices records. Là, en 2020, c'était exceptionnel. À savoir aussi que Flow Traders, ils ont, contrairement à ABC Arbitrage, et ça j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont précisé l'été 2024 qui stoppait le dividende. Donc tous les acheteurs de dividendes, ils ont vendu comme pas possible le titre, alors qu'en fait, l'objectif c'était de faire grossir la boule de neige et d'augmenter les fonds propres, parce que quand tu as un ROE de 20 à 25, 30% et que tu verses un dividende, c'est un peu dommage. Si t'as pas saturé ton marché, autant augmenter tes fonds propres et aller booster ta rentabilité. Est-ce que tu as le ROE ici? là, on a le Non, tu dividende l'as qui pas. était à 1% avec un payout de 4. Et le ROE, est-ce qu'il est indiqué? On l'a pas Non, il est ici. pas indiqué. Il me Mais semble que j'avais fait je le sais que, calcul de mon côté qu'on était aux alentours de 20%. ouais, c'est un gros ROE. Et je pense qu'il est même plus. Ça dépend des années. Et Je ça pense qu'il dépend s'était aussi de la basé sur l'année volatilité, mais d'avant, peut-être avant qu'il y ait cet effet volatilité. ouais, 2023, 2024, c'est pas des grosses années au niveau volatilité. Tu peux faire des pics de ROE, je pense qu'ils sont entre 40 et 50% sur les meilleures années. Donc c'est pour ça, annuler le dividende, en fait, c'est une excellente nouvelle sur le long terme. À court terme, ça a déçu le marché. Mais je pense que c'était une décision rationnelle.
Bah justement, on en parlait un petit peu en antenne en préparant l'émission, c'est que à contrario d'ABC Arbitrage, ça leur permet de faire de l'accumulation et d'avoir vraiment cet effet boule de neige. Parce que forcément, si tu redistribues pas, mettons, en payout ratio 20-25% de ton résultat, tu peux le réinvestir et donc bah, tu fais grossir mécaniquement la performance de ta boîte structurellement en fait. Bah, 20, si tu composes à 20% sur 4 ans, tu doubles. Ouais, Donc, c'est très rare l'investisseur qui est capable de faire 20 ou 25% par an. Donc, autant le laisser dans la boîte. Bah, enfin, quand t'as pas de contente et que t'as le marché, que t'as le potentiel et que tu peux encore grossir et générer ces taux-là, autant les laisser les fonds propres faire leur boulot. complètement. Euh, Et on avait une dernière est-ce que tu voulais... action, Vielle et compagnie, Vielle Co. Ouais, Vialeclo, là, c'est assez connu parce qu'on l'a partagé sur le forum et elle est publique. Donc là, c'est Patrick Combe qui a fondé cette boîte. Maintenant, il a 72 ans, c'est un très bon dirigeant. Lui, c'est un Français qui a attaqué le marché suisse de l'intermédiation financière. Donc, le principal actif de Vialenco, c'est CFT, donc Compagnie Financière Tradition, qui est lui qui est un intermédiaire, qui est un intermédiaire OTC, donc qui va connecter les acheteurs, les vendeurs en dehors des marchés traditionnels. Donc quand il y a des pics, pas forcément de volatilité, mais beaucoup de volume, eux ils en profitent. Et quand il y a des changements réglementaires sur des obligations, etc., ils en profitent aussi pas mal. Donc là ils ont sorti un T1, c'est sorti aujourd'hui. Ils font plus 10% en chiffre d'affaires. Donc c'est une très belle boîte qui se paye moins de 10 fois les bénéfices. Ils rachètent des actions non-stop pour les annuler. T'es aligné avec le fondateur, qui est le premier actionnaire. Donc, moi, je vois très peu de signaux négatifs sur ce genre de boîte. C'est encore une boîte qui est très peu suivie, malgré le fait qu'elle compose et qu'elle n'arrête pas de performer tous les ans. Aujourd'hui, on est sur une capitalisation, je pense, de 600-700 millions. À toi de me confirmer. Je dis ça de Ouais, mémoire. Mais ouais, 650. bah non, 850 millions. On approche les 900, presque le milliard. Donc, petit à petit, en fait, les multiples ils vont s'étendre parce que le marché va se rendre compte, ça va sortir un peu des radars. Donc c'est une boîte qui performe en permanence, qui verse un dividende, qui rachète des titres. Et en plus, tu as une décote de holding impressionnante parce que son principal actif, c'est un actif coté qui est CFT sur le marché suisse. En fait, moi, à titre perso, ce que j'avais fait, je voulais faire le malin et je me dis, je vais avoir tous les actifs gratos parce qu'elle a des participations dans Bourse Direct et dans du non coté Swiss Life Banque Privée France. Et je me suis dit, comme la boîte, elle cote en dessous de la valeur de CFT, je vais shorter Mhm. CFT et acheter Viel. Mais en fait, CFT performe tellement et Viel ne suit pas que je suis perdant pour l'instant sur ce titre. Mais t'as des choses à faire. Le truc à faire, c'était acheter seulement Viel et puis laisser la décote se réduire. Et puis là, tu vois sur le graphe la performance de l'action sur quelques années, c'est assez hallucinant, hein. Il y a eu un x3 en quelques années, et pour autant l'action Et continue encore, de. mais on est encore à moins de 10 fois les bénéfices sur une boîte qui fait du 10% de croissance de son activité tous les ans. Et qui a en fait sa boîte CFT, sa participation dans le CFT, c'est un des top 3 mondiaux dans l'intermédiation financière. À un moment, ils vont forcer, il va se passer quelque chose. T'as le PDG, là, il a 72, 73 ans. Il a fondé la boîte. Ça fait peut-être 40 ans qu'il est là-dessus. Bon, à un moment, peut-être qu'il passera la main. Ouais, ouais, donc il y aura peut-être des opportunités de marché là-dessus. Petite question, toi tu recommandes rien, on donne pas de conseils, mais par rapport à ces quatre actions antifragiles, pour toi par principe l'idée c'est de se dire bon bah je répartis mon risque et je vais plutôt essayer d'en acheter quatre, je vais essayer de m'arbitrer sans mauvais jeu de mots avec ABC Arbitrage par rapport aux problématiques de marché, ce qui me correspond le mieux. Comment est-ce que tu fais un peu ton choix là-dedans? Comment tu navigues entre ces quatre-là? Moi, j'ai pas de PEA parce que je suis pas résident fiscal en France, mais celui qui a un PEA, bah oui, je peux que lui conseiller de regarder ABC Arbitrage, Via les compagnies et Flow Traders. Ils sont tous les trois sur des marchés et des thématiques différentes parce que euh, t'as Viel qui va plus être sur les volumes, t'as Flow Traders qui va plus être joué sur le stress de marché, donc sur la volatilité de la bourse européenne. Et t'as aussi Flow Traders qui va plus être axé sur les ETF, etc avec une thématique crypto, Asie et tout. Donc, si tu peux mixer les trois, je trouve que c'est intéressant, ça t'apporte une petite diversification. Et après, en fonction de ton ressentiment de marché, te dire aujourd'hui, je suis incapable de dire c'est le marché, il va, personne ne sait s'il va cracher demain. Mais si tu sens que le marché est quand même assez cher, tu vois que les opportunités se font un petit peu rares, c'est peut-être le moment, si tu payes pas sur des multiples dingues, tu regardes ce qui a été capable de sortir sur 2020 sur ces boîtes-là, ça donne une ordre d'idée ce sont capables de générer en termes de bénéfices, et tu t'exposes
en fonction de toi, ton sentiment propre de marché. Tu sais que dans le pire des cas, tu vas pas avoir une perte totale et tu vas avoir une couverture entre guillemets sereine. Donc à chacun de pondérer un petit peu, tu peux faire un peu le portefeuille de Braun entre guillemets ou de Ray Dalio, te dire bon bah aujourd'hui j'ai fait une belle performance historiquement. J'ai beaucoup d'actions en portefeuille, je suis très exposé, j'ai pas envie de vendre. Pourquoi pas acquérir ce genre de boîte? Et après, la boîte américaine, Viato Financial, pour ceux qui ont un portefeuille assez exposé aux États-Unis, je trouve que ça apporte un bon complément. Donc, avec ces quatre Avec leur boîtes, modèle tu as algo et le vraiment côté une market boîte. making. Ouais, c'est ça. Le côté surtout rebalancer en permanence tes actifs en fonction de la perf, de la sous-performance. On le répétera jamais assez, faites vos propres analyses. C'est très bien d'écouter ce qu'on vous dit, mais surtout, il faut que ça vous serve de déclencheur pour analyser un petit peu de votre côté. Amusez-vous à regarder ce qui s'est passé en termes de performance au moment où il y a eu énormément j'allais dire, de frilosité ou de volatilité sur le marché à des moments un petit peu de tension. Donc à Le travers le stress. stock sous le VIX sur le marché américain. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre avis sur ces 4 différentes actions. On est très curieux de voir si on en manque ou s'il y a des Est-ce que, sujets. est-ce que vous êtes actionnaire? Et surtout, n'hésitez pas à consulter le sujet Viel, qui est un sujet disponible en libre accès. On analyse l'entreprise depuis maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on la suit. Sur le forum, bah, comme il existe depuis 2019, bah, c'est depuis 6 ans. Et on a pas mal d'analyses, on a des comptes rendus d'AG, c'est vraiment très très complet et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, j'ai des compagnies à On va vous mettre consulter les sur deux le liens forum des deux en bases. commentaire avec le lien de Viel et le lien du bouquin de Nassim Taleb, parce que je sais que Franck, t'es un aficionadios du signe noir. Ouais, On a échangé ensemble à 2-3 reprises sur les signes noirs positifs, ce qui sera peut-être l'objet un jour d'une vidéo aussi. ouais, tout à fait. La finance comportementale, c'est passionnant. On en reparlera, je pense. Ce sera un sujet récurrent sur la chaîne. Exactement. Merci Franck, à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et de nous dire voilà, si vous avez des actions favorites antifragiles. Merci, merci César. Salut à Ciao. tous.